Bonjour, bonjour sur Business We Life. Bonjour à Michael Ferrari. Merci. Aujourd'hui, je reçois Michael qui a la gentillesse d'accepter cette interview. On est à Barcelone, on a la chance d'être dans le même mastermind et puis il a accepté de m'accorder cette interview pour nous parler de son expertise, de son expérience et surtout de son cheminement vers l'entrepreneuriat et vers une carrière quand même assez exceptionnelle d'investisseur immobilier. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement s'il te plaît? Oui, donc je suis aujourd'hui entrepreneur et investisseur et je travaille sur ces deux aspects, c'est-à-dire qu'à la fois j'investis dans l'immobilier beaucoup, en bourse aussi, et je développe de l'accompagnement et des formations sur justement aider les personnes qui veulent elles aussi investir en immobilier, en bourse et développer plus globalement ce qu'on appelle leur indépendance financière. Alors qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu as remis en cause le système éducatif, peut-être le système dans lequel tu évoluais, tu t'es dit ce n'est pas pour moi, ou en tout cas je veux essayer autre chose, qui t'amenait vers plus de liberté? Oui, en fait, moi il y a eu différents événements qui m'ont amené vers ce chemin. Il y a un des premiers événements, c'est quand j'étais adolescent, mes parents se sont retrouvés en surendettement. Donc, ce qui fait que on se retrouve, tu vois, avec les créanciers, avec impossibilité de rembourser, etc. Donc, ça a été une première prise de conscience pour moi. Tu avais quel âge? J'avais 17 ans, 16 ans, 17 ans. D'accord. Ça s'est étalé sur plusieurs années. Du coup, tu étais conscient de la situation, tu voyais tout ça. Je voyais tout ça, j'avais mes parents qui ne savaient pas trop comment faire. Donc, j'ai cherché, puis j'ai trouvé qu'on pouvait se faire aider par la Banque de France, tu vois. Notamment, donc, on a monté un dossier, j'ai aidé mes parents à faire ça. Pour étaler les dettes. Tu dois quand même rembourser, c'est juste qu'ils t'aident à négocier avec les créanciers pour faire un truc global. Déjà. Tu peux avoir 15 créanciers en face, un seul, et tu étales tout ça sur pour que ce soit remboursable et vivable. Et vivable. Ouais. Voilà. Donc là, première prise de conscience en me disant waouh, quand même, pourquoi mes parents ils se retrouvent là-dedans, qu'est-ce qui les a amenés là, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire pour éviter ça. Donc ça m'a posé des questions. Et après, j'ai eu un deuxième, ça c'était la première claque. Et deuxième claque, c'est quand j'ai commencé à travailler, premier contrat de travail, où en fait j'ai vu que... C'était dans quel domaine? J'étais dans une start-up en fait, dans une boîte. On ne disait pas trop start-up à l'époque, c'était pas trop à la mode, mais c'était une boîte, j'étais le premier salarié d'une petite boîte qui était sur un domaine un peu technologique. C'était pas du logiciel, mais c'était un peu technologique. Moi je faisais en l'occurrence du logiciel chez eux. Et j'ai pris conscience en fait que déjà être salarié c'était pas trop pour moi. Pourquoi? Parce que j'étais pas forcément d'accord avec les décisions qui étaient déjà prises, même si à l'époque j'étais jeune et que je connaissais rien. Après c'est plus dans l'attitude. Ouais, il y a des choses qui me paraissaient étranges, j'avais pas fait comme ça. Et que surtout, il y a eu un événement, c'est que moi à l'époque j'avais un niveau bac plus 2, enfin j'avais un bac plus 2. Et ils ont fait venir un stagiaire qui était au bac plus 4. Et en fait le mec était nul, c'est-à-dire tu vois en termes d'attitude, en termes de compétences, il était vraiment mauvais. Et je me suis dit, le truc c'est que le mec il dormait la journée sur son bureau, enfin c'était vraiment catastrophique. Et je me suis dit, le truc c'est qu'un mec comme ça, il va être diplômé, parce que les niveaux des diplômes ils ne sont pas extraordinaires. Il rentre dans la boîte et automatiquement ça sera mon chef, mon supérieur. Parce qu'il a 2 ans de plus d'études. Peut-être cette boîte était trop dans le schéma classique. Mais c'est ça de partout. C'est ça de partout. Tu as un bac plus 4, il va être le supérieur d'un bac plus 2. Et donc j'ai interrogé autour de moi les anciens de mon bac plus 2, en disant c'est quoi les carrières que vous avez fait. Et j'en ai trouvé un notamment, un peu dans la même branche. Et il avait, si tu veux, eu l'équivalent d'un bac plus 4 en termes de position hiérarchique, de salaire, tout ça. Il a mis 10 ans pour y arriver. Donc je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas dans le système. J'ai pas envie de me retrouver avec un mec comme ça. Alors il peut y en avoir des bons. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a empêché tout simplement de faire 3 ans de plus? C'est ce que j'ai fait. Très bien. Voilà. Et est-ce que ça a résolu ton problème? Partiellement. Plus de reconnaissance? Partiellement. Mais après partiellement. Oui. Après j'ai vu dans les
première fonction salariée que j'ai occupée quand j'avais du coup mon fameux bac+5, du coup maintenant, que en fait ça résolvait pas mon problème de faire une activité intéressante, que je puisse décider et qui me rapporte aussi de quoi vivre convenablement. Donc si tu veux, c'est à partir de ce moment-là, tu as acquis la certitude qu'il fallait que tu fasses quelque chose de différent pour avoir un destin professionnel différent. Ouais. Et quelles ont été les actions clés que tu as mis en place pour réussir cette transformation radicale de ton parcours? Déjà, une première chose, ça a été de chercher, tout bêtement. C'est-à-dire. Chercher quoi? Chercher des possibilités, des idées? Des idées, des personnes qui vivent autrement, travaillent autrement. Échanger avec ces personnes-là. Et ça, c'était quelle année à peu près? Ça, c'était en 2005. D'accord, en 2005, quand on ne parlait pas encore d'indépendance financière. Ah non, pas autant que maintenant, en tout cas. Non, je n'étais pas du tout sur le truc d'indépendance financière. Enfin, c'était déjà comment tu fais pour vivre, travailler, gagner ta vie, investir, vivre autrement. Enfin, voilà. Ouais, donc déjà, tu vois, pareil, ces gens. Après, il y a eu, j'ai pris conscience qu'il fallait faire aussi tout un travail pour faire évoluer ta mentalité, parce que tu n'es pas câblé comme ça. Moi, je ne viens pas dans un milieu où il y a des entrepreneurs. Je viens d'un milieu hyper modeste, où tout le monde est employé, souvent à des niveaux de base. Donc, tu n'es pas habitué à penser comme un entrepreneur, à penser comme une personne qui va voir des possibilités et avoir les ressources en termes de réseau, en termes d'idées, en termes pratiques, pour exploiter ces opportunités. Oui. Alors, comment tu as fait pour câbler différemment ton cerveau, ton intelligence, commencer à penser comme un entrepreneur? Je me suis beaucoup appuyé sur des livres, j'ai beaucoup lu, tout simplement déjà dans un premier temps, des biographies d'entrepreneurs. D'accord. D'hommes inspirants, d'hommes d'affaires, de chefs d'entreprise. Ouais, de voir c'est quoi concrètement, tu vois, dépasser un peu tous les a priori ou les clichés qu'on peut avoir sur ces personnes-là et se dire ok, mais c'est quoi concrètement leur vie, leur approche, leur philosophie, comment ils abordent telle situation, comment ils se sont lancés, et j'ai surtout essayé de comprendre comment ils étaient au départ. C'est ça. Parce que les histoires de l'entrepreneur qui te raconte, qui te romance sa vie, de comment il a réussi, en fait ça sert un peu à rien. Bon, moi je trouve que ça... C'est pas impeccable parce que c'est romancé. Ouais, c'est trop romancé. Déjà quand tu racontes ta propre histoire, tu es obligé de faire des raccourcis et des synthèses parce que tu vas pas passer 20 heures à raconter ton histoire. Mais là quand c'est en plus juste sur leur réussite, c'est pas intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est quand ils parlent de leur début. Est-ce qu'ils sont sincères, ton avis? Je pense oui, dans la plupart des cas, ils sont sincères. Alors après, ils peuvent pas tout dire, c'est évident, mais par contre, tu vois, qu'est-ce qui fait qu'un mec, à un moment donné, il lance une boîte dans tel domaine? Le domaine dont il n'est pas origine, il n'a pas de connexion dans ce domaine, qu'est-ce qu'il fait? Et donc de voir que des fois, c'est parce que dans sa classe, il avait un ami qui avait son père qui travaillait dedans. Donc de voir que c'est souvent beaucoup de circonstances. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont très écrites. Donc c'est des circonstances, et les circonstances, en fait, il faut les provoquer. Les circonstances, les événements qui vont faire que tu peux t'associer avec quelqu'un dans un secteur que tu ne connais pas, par exemple, ça se provoque. Donc pour le provoquer, ça veut dire qu'il faut aller rencontrer des gens, discuter, parler de tes idées, de tes projets, de tes envies, même si ça te paraît peut-être des fois ridicule au départ, mais en parler parce que ça peut provoquer des choses, tout simplement. Et quand on est au stade conceptuel de l'idée, quel est le raccourci, mais solide, durable, qui nous amène vers une première pierre de notre nouvelle activité, ensuite une deuxième, et par la suite, quand on va suivre ce fil rouge, même si c'est difficile, même si on ne va rien lâcher, qu'est-ce qui nous amène à tenir dans la durée? Il y a déjà un truc, on est dans une société, surtout en France, qui offre beaucoup de coussins de sécurité. Donc déjà, il y a un truc, c'est que pour moi, il
faut appliquer, il faut passer de l'idée à quelque chose de concret tout de suite, le plus vite possible. Ça, c'est la première chose. Et après, il faut bien garder en tête que de toute façon, si on part 3 mois, 6 mois, 1 an sur un autre projet, on peut revenir en arrière et reprendre sa carrière telle qu'elle était avant. C'est assez facile, soit de raconter que tu as lancé un projet et que ça n'a pas marché, soit de dire que tu es parti en vacances pendant un an. Ça va faire rêver la personne en face de toi, de se dire il a osé partir en vacances ou il a osé essayer de lancer un projet, même si ça n'a pas marché. Donc on peut très facilement revenir en arrière. C'est ça aussi dont il faut avoir conscience. On est souvent, quand on veut réorienter sa carrière ou lancer autre chose, on a l'impression qu'il faut brûler les ponts. Tout à fait. Il faut brûler, on entend souvent l'expression de brûler ses bateaux, dans le sens parce que tu peux aller à fond. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée pour la plupart des gens de faire ça, quoi, de dire, de se fâcher. De bouée de sécurité, on ne va pas se faire violence pour continuer à persévérer, même si c'est difficile. Moi, en tout cas, moi, j'ai pas fait comme ça et je ne recommande pas de faire comme ça. Pour moi, il faut maintenir une sécurité financière. C'est-à-dire avoir un point de retour s'il y a besoin, avoir une solution de rechange. Après, mentalement, il faut avoir la force aussi de se dire, il faut que la situation de départ elle soit suffisamment désagréable et pénible pour que tu n'aies pas envie d'y revenir. La solution de secours, c'est pas retourner dans son cocon, c'est retourner dans un enfer. Pour moi, c'était ça, le retour en arrière. C'était pas reprendre un job salarié, tranquille, intéressant, bien payé. Pour moi, c'était retourner en enfer. Tout à fait. Tout à fait, parce que je trouve qu'on n'est plus pareil, on n'est plus le même. Une fois avoir tenté une expérience entrepreneuriale, on apprend tellement, il y a tellement de choses à assimiler, à mettre en place que retourner à la case de départ serait presque suicidaire, puisqu'on fera payer ça c'est clair. Et ensuite, à mon avis, on devient quelque part une personne suspecte. Puisqu'elle ose réfléchir, remettre en cause certaines choses, innover, et ça on n'aime pas. On n'aime pas. Ça dépend. Tu peux avoir des cases. Les gens qui sont dans les cases. Après, il ne faut pas trop le mettre en avant, mais tu peux avoir des positions, des jobs dans lesquels ça peut être valorisé. Tout à fait. Après, effectivement, il y a le domaine des entreprises où ça perdure. Des petites entreprises où ça peut être valorisé, mais effectivement, ça te transforme. C'est certain que tu ne reviens pas pareil. Donc après, tu ne vas pas reprendre exactement ta vie là où tu l'avais laissée, c'est certain. Donc maintenant, ça fait plus de 10 ans que tu es sur ce chemin de l'indépendance, de liberté, des revenus alternatifs et même, je dirais, de la diversification. On entend beaucoup et je pense que c'est effectivement fondamental, le focus sur une activité. Or toi, il me semble que tu t'es diversifié et tu réussis quand même assez bien entre l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat, l'accompagnement, la formation, peut-être, je l'oublie, je ne sais pas. Oui, pour moi, c'est la même chose tout ça. Tu vois, alors il y a des compétences techniques un peu différentes, mais pour moi, c'est la même chose. On est sur la thématique de l'indépendance financière, de la culture autour de l'argent, la culture de l'investissement. Pour moi, c'est un business, c'est la même chose. Après, moi, j'essaie tout le temps d'apporter de la profondeur et dans ce que je fais, donc j'ai associé des compétences transverses. Pour moi, ce qui fait un peu la singularité de ce que je fais, c'est que pour moi, j'ai apporté plein de couches complémentaires. Par exemple, j'ai une couche de coaching qui est assez forte. Donc j'ai fait 2 formations en coaching. Donc j'ai plein d'outils que je peux réutiliser et instiller dans mes accompagnements ou dans la formation. J'ai fait, il y a peu de gens qui le savent, mais j'ai fait beaucoup de formations pro en entreprise. J'ai commencé comme ça. J'ai une activité pendant 2 ans quasiment que formateur en entreprise. Donc, je montais des formations pro sur les sujets pro de la boîte et je formais des gens. Donc tu vois, moi j'ai vécu tout le truc où on t'envoie une équipe de 20 salariés qui ne veulent pas être là, qui sont moyennement intéressés par ton sujet. Et tu dois rendre le truc intéressant. Tu dois faire en sorte qu'ils apprennent quand même quelque chose. Donc tu vois, j'ai fait toute cette phase, par exemple, ce qui s'appelle l'ingénierie pédagogique. Donc c'est comment tu vas faire pour transmettre une compétence à travers l'explication. C'est quoi les étapes? De façon pédagogique. De façon pédagogique. Voilà, donc il y a toutes ces couches-là que j'ai cumulées. Donc moi j'ai plutôt travaillé sur ça, si tu veux,
que plus que sur diversifier les sujets. Et j'applique tout ça sur ces thématiques qui me passionnent, en fait, c'est vraiment une thématique que je trouve intéressante. Donc moi j'applique là-dessus. Donc je suis resté, et après comme tu disais, donc ça fait un certain nombre d'années que je fais ça. Et ce que j'ai fait en revanche, c'est que j'ai eu des phases sur des sujets donnés. Donc j'ai eu une grosse phase sur l'entrepreneuriat, j'ai eu une grosse phase sur l'immobilier, j'ai eu une grosse phase sur la bourse. Et une fois que j'ai fait ces passages, maintenant je peux les mixer ou les passer de l'un à l'autre plus facilement. Mais j'ai eu, tu vois, une phase sur l'immobilier, j'ai fait 4 ans où je fais quasiment que de l'immobilier. Sur la bourse, j'ai fait 2 ans où je fais que de la bourse. Voilà. Donc c'était mon truc principal pendant cette période. D'accord. Donc tu as eu quand même un focus dans tes activités sur la durée. Ouais. D'accord. Ouais. Après oui, il y a eu un focus où je faisais, et après une fois que j'ai acquis assez d'expérience et à un certain niveau, je me réintègre pour pouvoir le transmettre, pour pouvoir former. Est-ce que l'indépendance financière est pour tout le monde? Ou bien il faut avoir des traits de caractère particuliers? Et est-ce qu'il n'y a pas un danger qu'une fois qu'on se dit « Ah, c'est ça, je m'ennuie, qu'est-ce que je peux faire de ma vie ?» Non, bah, de toute façon, ça se passe comment? L'indépendance financière, c'est pas pour tout le monde, c'est clair et net. Parce que c'est une mentalité particulière. C'est comme entreprendre. Entreprendre aujourd'hui, c'est à la mode. Mais clairement, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas une question d'intelligence, de réseau, de ceci, de cela. On va toucher des trucs beaucoup plus fondamentaux. C'est avoir envie d'évoluer, avoir envie d'apprendre. De se mettre en danger. Avoir envie de faire des choses nouvelles dans lesquelles on n'est pas forcément à l'aise. Voilà. Et donc pour arriver à faire ça, soit on le fait très jeune, parce que on a le temps. Soit on a vraiment une situation inconfortable et donc on a envie d'agir, malgré la remise en cause, personne ne sait. Ou bien on a l'âme d'entrepreneur. Ouais, mais ça on l'a tout le temps. La question ne se pose pas dans ces cas-là. Les gens qui se posent la question, c'est les gens qui ne sont pas entrepreneurs à la base. Moi, je n'étais pas entrepreneur à la base, donc j'ai dû, tu vois, trouver comment on devient entrepreneur, parce que je ne l'étais pas à la base. Et peut-être que si j'avais eu dans mon réseau, tu vois, un entrepreneur très tôt et qu'il avait vu chez moi que j'avais peut-être pas forcément le profil type d'un salarié, peut-être qu'il m'aurait tout de suite aiguillé, guidé, et voilà, peut-être, mais à la base, je l'étais pas. Moi, j'ai pas eu. Il y en a, tu vois, certains à 18 ans, ils se disent bah tiens, moi je veux monter ma boîte. Moi, c'était pas ça. J'ai jamais eu l'idée de monter ma boîte à 18 ans. Je sais pas ce que c'était une boîte, tu vois. Donc c'est clairement pas fait pour tout le monde. Et après, effectivement, que ce soit ça ou d'autres choses, après là, en fait, la question que tu poses sur une fois qu'on a atteint ça, finalement on se dit c'est plus. Est-ce que ça peut être une finalité? Non, c'est pas une finalité. Il n'y a pas de finalité dans cette. Il n'y a aucune finalité, de toute façon. Et c'est d'ailleurs pour ça que même la notion d'objectif, tu vois, elle est pas très. C'est pas une notion qui est très pertinente en soi. La notion d'objectif, ça ne peut à rien des objectifs. Ce qui compte, c'est surtout de voir quels sont les systèmes qu'on veut mettre en place. Moi, je pense plutôt en système qu'en objectif. Un objectif, parce que le problème c'est ça, c'est qu'une fois que tu l'as atteint, si jamais tu l'atteins, tu fais quoi après? Ouais, t'en as un autre. Tu veux faire 1 million, ok, tu l'as atteint, tu veux faire 1,5 million, tu vois ça. J'avais pas envie de faire 1 million, 1,5 million, ça va être plus de la même chose, donc c'est pas intéressant. C'est pour ça qu'il me semble qu'il est plus important de savoir pourquoi on fait ça. Quelle est notre mission? Qu'est-ce qu'on doit faire avec son 1 million, 1 million, etc. Qu'est-ce qu'on veut construire? Voilà, qu'est-ce qu'on veut laisser? Oui, alors laisser, souvent on se pose la question plus tard, qu'est-ce qu'on veut laisser? C'est plutôt à 60 ans qu'on se demande qu'est-ce qu'on veut laisser. Ça se prépare. Oui, mais qu'est-ce qu'on veut construire et quel système on veut construire, mettre en place. Et puis après, voilà, il y a toujours une notion aussi. C'est pour ça que moi je me suis créé l'activité idéale, parce que en fait, quand on aide les autres, à aider, ça veut pas dire qu'on leur donne, on les aide à avancer, on les forme, on les aide à grandir. En fait, quand on accompagne des gens à se développer, en soi, c'est déjà hyper satisfaisant de faire ça. Rien que ça, rien que d'aider personnellement quelqu'un
tu vois, qui avait une vision de sa vie qui était un long tunnel avec son job jusqu'à la fin, il ne voyait pas trop comment se sortir, il était piégé. Et tu lui dis, viens, je vais t'expliquer, je vais te montrer, et tu vas voir, on verra ce que tu peux faire, mais je pense que tu peux faire des choses. Et que tu vois, il vient, la personne revient, et tu te dis, bah ouais, j'ai acheté 3 appartements, j'ai acheté 4 appartements. Et même si, voilà, 4 appartements, t'es pas non plus ultra riche, mais ça lui a ouvert une possibilité nouvelle. Il a assuré son avenir financier quand même avec ça, parce que ça lui crée du patrimoine. Et puis finalement, c'est une porte, comme je disais c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est une porte. Et en fait, cette porte, elle ne va jamais se refermer. C'est qu'une fois qu'il a ouvert, après, bah, peut-être qu'il va devenir un pro dans l'immobilier, peut-être qu'il va monter quelque chose dans l'immobilier. Peut-être que ce qu'il a appris dans l'immobilier, il va pouvoir l'appliquer ailleurs, sur son domaine pro et monter autre chose dans son domaine pro, parce qu'il a acquis l'état d'esprit qui consiste à identifier la valeur, trouver du financement, trouver des partenaires. Et ça c'est hyper valorisant en soi. Donc c'est bien de plus que ce qu'on va laisser, c'est plus qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on apporte au quotidien. Et quand on est sur des activités de formation ou d'accompagnement, ça c'est un gros avantage, c'est qu'on a ce bénéfice. Satisfaction. Ouais, cette satisfaction qu'on a, ça c'est vraiment super. La connaissance n'a pas de prix. Avec la connaissance, tu peux tout faire. Est-ce que tu as eu des mentors? Est-ce que des gens, hommes, femmes, qui t'ont inspiré? Et est-ce que tu recommandes, surtout aux jeunes entrepreneurs qui se lancent, d'avoir un modèle? Oui, alors oui, on apprend tous au travers de modèles. Il y a toujours des personnes qui nous inspirent. Alors un mentor, moi j'en ai eu, j'ai eu des mentors. Ça peut être quelqu'un que l'on connaît, ça peut être quelqu'un que l'on ne connaît pas, ça peut être quelqu'un que l'on ne rencontrera jamais. Juste des fois dans un livre, moi je sais que j'ai certains businessmen, tu vois, j'ai lu tous les livres qu'ils avaient écrits ou dont ils sont auteurs. J'ai regardé tout ce qu'ils ont pu publier ou écrire ou raconter en vidéo. Au bout d'un moment, quand tu fais ça bien, que tu portes attention, tu comprends comment pense la personne sur certains aspects. Et donc de ce fait-là, c'est que ça devient quasiment comme un mentor. C'est-à-dire que tu te dis, mais qu'est-ce qu'il ferait lui dans cette situation? Et ça te donne du recul. Donc pour les personnes, tu vois, qui n'ont pas forcément d'entrepreneur ou sous la main ou quoi, ça peut être un bon moyen de le faire. Moi, c'est ce que j'ai fait à un moment donné, ça m'a beaucoup servi de faire ça. Et évidemment, idéalement, c'est quelqu'un que l'on connaît et qui on peut discuter, dont on peut s'inspirer au quotidien. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir des mentors du siècle dernier, et puis des mentors bien vivants, Charanos, et on peut avoir la chance aussi de les rencontrer, de discuter. Ouais, et puis on a des besoins différents à des moments différents quand on se lance. On a généralement besoin d'avoir un gros coup de pied dans le cul quand on se lance. On a besoin de quelqu'un qui pousse. Et puis des fois, une fois qu'on a atteint un premier palier, des fois on a besoin de quelqu'un qui apporte plutôt une vision, qui t'aide plutôt à prendre de la hauteur. Tu vois, des fois on a besoin de compétences techniques, des fois on a besoin plutôt de recul, de vision. Donc ça... Oui, ça dépend à quel niveau de développement on est. Oui, ça dépend de... Voilà, il faut aussi avoir conscience que voilà, un mentor, c'est jamais quelqu'un qui va nous accompagner toute notre vie. En fait. Au départ, il va nous nourrir sur une certaine partie. Et puis finalement, cette partie-là, une fois qu'elle est nourrie, bah, peut-être qu'on a besoin d'un mentor différent, sur un registre différent. Donc, voilà, c'est intéressant aussi d'avoir conscience de ça et de chercher finalement quelqu'un, non pas quelqu'un juste qui nous inspire, mais quelqu'un qui va aussi, on comprend. Ouais, c'est ça, on comprend qu'il va pouvoir nous nourrir sur notre besoin actuel. Se dire là, je sens que c'est quelqu'un comme ça qui va le faire. D'accord, très bien, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Alors, tu as publié des livres. Peux-tu nous citer, s'il te plaît, les titres? Oui. Et puis, dans l'actualité à toi. Oui, alors il y a un premier livre que j'ai adapté qui s'appelle Devenir riche. D'accord. Donc c'est un livre sur les finances personnelles. Tu as adapté, c'est-à-dire qu'il existait déjà? C'est un livre américain, écrit par un auteur américain, et moi en fait je l'ai adapté pour la France. D'accord. Donc c'est par abus de langage, c'est mon livre, mais c'est pas tout à fait mon livre. J'ai réécrit certaines parties. J'ai réécrit à peu près un tiers du livre, donc c'est pas négligeable. Voilà, mais c'est un très bon livre sur les finances personnelles. Donc c'est très pratique, c'est 7 semaines pour réorganiser ses finances. Chose que tu as vécu.
Oui, oui, j'ai vécu. C'est pour ça que j'avais envie de faire ce projet-là. J'ai écrit un autre livre, c'est un petit livre, mais sur la procrastination. C'est une thématique sur laquelle j'ai beaucoup travaillé au départ. En tout cas, dans l'idée on parlait état d'esprit, comment est-ce qu'on devient entrepreneur, création de valeur, comment on fait pour dépasser un peu le fonctionnement standard quand on est salarié. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ça pour moi. Et j'ai condensé tout ça dans un livre sur la procrastination, en fait, tous les blocages qu'on peut avoir quand on veut faire quelque chose. Donc ça, c'est un petit livre, voilà. Donc ça fait 2 livres. Voilà. Et quels sont les projets qui te tiennent à cœur sur lesquels tu es en ce moment? Si ce n'est pas indiscret, bien sûr. Non. Bah, après, moi, dans les projets, donc j'ai démarré l'écriture d'un nouveau livre, voilà, justement, qui sera sur l'indépendance financière. Alors là, c'est le début, hein. Je n'ai pas encore écrit un mot, j'ai juste signé le contrat avec mon éditeur. C'est le début. C'est un bon début. Voilà. Donc il va sortir, je ne sais pas quand. Peut-être l'année prochaine ou l'année d'après. Donc c'est un truc. Je vais me donner le temps de faire le meilleur livre possible sur le sujet. Donc ça, c'est mon actualité à court terme. Et puis après, sinon, c'est vraiment continuer le travail avec mes clients sur les accompagner sur les thématiques immobilier, bourse, entrepreneuriat. Et puis le prochain jalon pour moi, c'est l'événement business en ligne que j'organise à Paris, 28-29 septembre. C'est une nouveauté? C'est une nouveauté. Donc c'est 2 jours dédiés à l'entrepreneuriat en ligne, ce qu'on appelle infopreneuriat. Donc comment est-ce qu'on vend de l'information? Comment est-ce qu'on transforme une passion, une expertise en produit numérique, en accompagnement et on commercialise? Est-ce qu'on peut vivre de ça? Donc c'est 2 jours où j'ai réuni des experts pour partager tout ce qu'il faut savoir là-dessus. Contenu, comment créer du contenu, marketing, conversion, tout ce dont on a besoin pour monter un business en ligne. Pour l'actualité à court terme. Parfait. Merci beaucoup. Une dernière question. Quels sont les 3 conseils ou les 3 actions immédiates que tu recommandes à faire à un entrepreneur qui se lance aujourd'hui? 3 actions, je dirais il y en a une première, c'est d'avoir d'autres entrepreneurs dans son cercle, de ne pas être seul. De se connecter. Ça c'est dramatique, ça va faire perdre un temps monstrueux, c'est décourageant d'être seul. Donc il faut être entouré, soit des gens qui font la même chose, des gens qui ne font pas la même chose mais qui sont entrepreneurs, soit des gens qu'on rencontre dans des events, des séminaires, soit dans des groupes, enfin peu importe le format. Voilà, ne pas rester seul, rejoindre un réseau. Ouais, se créer son gang, tu vois, comme un gang. Tu vois, c'est le truc assez tribal. Il faut avoir sa tribu, 2, 3, 4, 5 personnes, entrepreneurs proches, avec lesquels on peut échanger. Voilà, on peut discuter quasi quotidiennement, ça c'est hyper important de faire ça. Ça c'est le premier truc essentiel. Deuxième truc, je dirais, pour son activité, imaginez, c'est un super exercice qu'il faut tout le temps faire, c'est se demander qu'est-ce que je ferais si je voulais multiplier par 10 mon activité, si je voulais avoir, si j'ai, 100 000 euros de chiffre d'affaires, qu'est-ce que je ferais si je voulais avoir 1 million de chiffre d'affaires? Qu'est-ce que je vais en faire avec les résultats? Non, c'est comment je vais m'y prendre. Ah ça c'est une bonne question. Et comment je peux répondre à cette question alors que je débute? Justement, c'est le but, c'est de travailler ta créativité et puis après d'aller chercher des exemples, d'aller chercher des inspirations ailleurs, de voir comment font soit des personnes qui ont de l'avance sur toi, soit des personnes dans d'autres secteurs qui peuvent t'inspirer d'éléments transverses. Donc ça, c'est toujours une bonne question à se poser. Et puis, je dirais une troisième question, là c'est plus sur l'alignement, c'est plus sur rester aligné, c'est quel type de business j'ai envie d'avoir. Parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui sont, tu vois, on est vite inspiré par plein de choses, mais des choses parfois qui ne nous correspondent pas. Tellement d'informations et d'opportunités entre guillemets. Donc plutôt d'être comme ça un suiveur d'opportunités et d'inspiration. Alors c'est sympa les trucs d'inspiration, mais ça ne dure pas. Ouais, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est adapté à moi, à mon style de vie,
manière de travailler que j'ai envie d'avoir. Parce que tu en as, c'est des acharnés qui travaillent 80 heures dans la semaine ou plus, ils adorent ça, ça leur va très bien. Mais ça peut être inspirant, quelqu'un qui a accompli des trucs, qui a des objectifs monstrueux. Mais voilà, est-ce que c'est fait pour moi? Donc c'est des bonnes questions à se poser. C'est très très important ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que tout part de nous. Notre réussite, elle ne se trouve pas à l'extérieur, elle est en nous. Et il faut déjà qu'on soit au clair de qui nous sommes, où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut accomplir, qu'est-ce qu'on veut laisser éventuellement derrière. Et à partir de là, on va chercher le domaine, l'opportunité, les personnes qui peuvent nous aider à accomplir ça. Donc voilà, le sens sera en nous. Ouais, voilà, c'est d'avoir un alignement. Oui. Et de le garder. Alors évidemment, des fois il y a des phases, on s'en éloigne, mais de se dire ok, c'est quoi mon alignement aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme style de business. Bien entendu, un business est toujours au service d'un client, donc la priorité ça restera toujours de qu'est-ce que j'apporte moi à mes clients, ça reste la priorité ultime, il ne faut jamais l'oublier. Mais derrière, on peut quand même fixer des limites, un cadre, pour avoir un business qui me correspond en termes de, je sais pas, est-ce que je veux avoir la contrainte géographique d'avoir un bureau, ou est-ce que je veux justement que l'équipe soit n'importe où, parce que moi j'ai envie d'être n'importe où. Voilà, on peut imaginer tous les éléments qui constituent une activité. Qu'est-ce que j'ai envie, moi, comment j'ai envie de déplacer les curseurs. Guide. Ouais, c'est du guide. Et voilà, donc vraiment, quel est mon alignement et qu'est-ce qui est juste pour moi? On entend tout, n'importe quoi, mais voilà, qu'est-ce qui me correspond là-dedans? Et voilà, ça sert à rien de courir toujours après le dernier truc à la mode ou après la personne qui a les plus gros résultats ou les plus machin, mais parce que la course est infinie, on a toujours quelqu'un. En fait, le truc, c'est que quand tu fais ça, si tu n'as pas fait ce travail, tu te retrouves, en fait, c'est la rat race. Ah oui. Ouais, la rat race, mais en plus, maintenant, tu as la responsabilité en plus. C'est ta boîte, ça se trouve, tu as des gens, il faut les payer, tu es responsable de tout. Mais tu es dans une rat race, en fait. Tu suis toujours un truc que tu n'as pas décidé, donc tu n'as pas forcément conscience. Qu'est-ce que c'est la rat race? Parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas. Ouais, alors la rat race, c'est ce qu'on vit quand on est salarié, en gros, où tu viens travailler pour payer tes dépenses, pour payer tes factures. Tu es comme le rat dans sa roue, tu es toujours en train de courir et il n'y a pas de fin à ça. C'est-à-dire la fin, c'est soit la retraite parce que tu as gagné ton ticket, soit parce que tu es décédé. C'est ça, il n'y a que ça qui est possible. Et en gros, si tu viens pas au bureau le matin, tu n'es pas payé. Donc c'est ça la retraite, c'est cette prison dans laquelle tu t'es volontairement mis. Et quand on cherche l'indépendance financière, c'est qu'on cherche souvent à casser ça. On cherche à en sortir, donc à créer des sources de revenus dites alternatives, passives, semi-passives, en tout cas à déconnecter ce que l'on gagne du temps que l'on y passe. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien. Souvent les gens, d'ailleurs c'est souvent les gens les plus feignants qui s'imaginent qu'ils ne vont plus rien faire. Alors c'est pas du tout ça. Évidemment, on continue à avoir une activité, à gérer les choses. Mais on peut gagner peut-être son salaire, on peut le gagner peut-être en une semaine, on travaille dans le mois. Parce qu'on a optimisé, parce qu'on a un business, parce qu'on a... Au début, ça peut être plus dur, mais bien sûr. Si on sait pourquoi ça c'est à la fin, c'est à la fin. Voilà. On a réussi, mais au début, on va sûrement travailler plus que ce qu'on travaillait avant. Et puis on va se prendre des coups, parce que c'est nouveau, et qu'on n'y connaît rien. Donc on est naïf dans la salle. Quand tu es naïf dans la salle, tu te prends des coups. Mais tu apprends le plus. Tu apprends. Mais voilà, il faut avoir conscience de ça. Il faut l'accepter. C'est normal. Voilà. Mais donc tout ça pour dire que voilà, la course, l'idée c'est pas de reproduire cette course-là, mais en tant qu'entrepreneur, parce que sinon, qu'est-ce que tu as gagné? C'est pour ça que je dis, quel est l'alignement? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Dans quelles conditions? Parce que souvent, moi ce que je remarque, c'est souvent tu vas avoir beaucoup plus de sens dans ta vie quand tu as après un alignement clair et finalement que ton projet il sert à autre chose, il sert à ton projet de transformation dans le monde ou d'impact que tu vas avoir, peu importe l'échelle, le niveau, le sujet, mais voilà, ça sert souvent à d'autres choses et là ça prend du sens. C'est vraiment très très intéressant.
Où est-ce qu'on peut te trouver, Michael? Où est-ce qu'on peut te suivre? Sur mon site espritriche.com ou sur page Facebook, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je publie sur notamment l'immobilier. Voilà, donc c'est là qu'on peut me retrouver. Donc Michael est l'exemple même de l'homme qui a pris la décision, qui est passé à l'action, qui a répété, qui a persévéré, et un jour, 10 ans plus tard, se retrouve l'homme qu'il adore être, avec une activité qu'il aime. Oui. Il est possible aujourd'hui. C'est possible. Il est possible aujourd'hui de vivre, d'aimer son travail, de se transmettre et d'avoir une vie épanouie. Merci beaucoup, c'était un réel plaisir. Merci. C'était vraiment des conseils très très précieux, donc vous l'avez entendu. Là, je pense qu'il vous a fait gagner à peu près 5 ans. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, à regarder ses formations, ses accompagnements. Et puis moi, je vous dis à très vite.